Donc, nous allons commencer par des questions, puisque nous étions convenus la dernière fois que quelqu'un, et en l'occurrence Karim, préparait une ou deux questions pour reprendre le contenu de ce qu'on avait fait l'autre jour. Donc, je vous donne la parole, Karim, et puis il faut prendre le micro. Hein. Et puis, j'essaye de vous répondre rapidement. On engagera après. Oui, on m'entend? Donc, j'ai préparé en effet deux questions. Est-ce que je les dis les deux en même temps ou l'une après l'autre? Alors, la première question porte sur ce que l'enseignement de la psychose, enfin, ce que la psychose peut nous apporter, nous enseigner sur la question du signifiant sans signification. Ça, vous avez développé le mois dernier, enfin, vous avez affirmé que pour Lacan, c'était de là qu'il tirait sa notion du signifiant. On en parle tout le temps, du début de son enseignement à la fin. La question du signifiant, il ne la lâche pas. Et il me semble qu'effectivement, la psychose est un point, un levier central pour la définition lacanienne du signifiant et que ce ne serait pas inutile d'y revenir. La deuxième question porte sur toujours dans l'enseignement de Lacan, dans l'évolution de cet enseignement, du passage de l'idée d'un accrochage entre le signifiant et le signifié, d'abord, en reprenant Saussure, à l'idée d'un accrochage, cette fois-ci, entre signifiant et jouissance. J'avais commencé à poser la question à la fin du dernier séminaire, avec une proposition d'écriture qui tombait à côté. Mais en tout cas, c'est une question qui m'intéresse particulièrement, puisque ça traite de la jouissance. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est évidemment deux points majeurs du travail sur la langue. Donc, merci de les avoir ciblés. Bon, dire d'abord que le champ de la psychose, l'étude des psychoses a été le champ d'expérimentation de ce qu'est le signifiant dans l'inconscient. Ça a un petit côté paradoxal à première vue, mais c'est tout à fait important. Du reste, il y a, je vous le disais, une des séances du séminaire 3 sur les psychoses qui s'intitule « Le signifiant comme tel n'a pas de signification ». Je crois vous avoir déjà dit que, au fond, ça, c'est une idée, au fond, saussurienne. Le signifiant, c'est l'image acoustique du phonème, du mot. Quand je dis « be » ou « ba », c'est ça le signifiant. Ensuite, dans le développement de la langue, ça devient des mots, ça devient des phrases, à l'aide de la constitution des phonèmes en plusieurs phonèmes pour faire un mot et de l'organisation grammaticale d'une phrase. Mais initialement, le signifiant, c'est le phonème tout simple. Et il est clair, Saussure nous le dit, que le signifiant tout seul, si je dis « be », ça n'a aucun sens pour vous, et pour moi du reste. Sauf si je suis en train de délirer précisément. Donc, ce que dit Saussure, c'est la linguistique se fonde là-dessus, c'est que les différentiels entre les signifiants permettent de cerner des signifiés, des sens. On a pris divers exemples, je crois que la dernière fois, je ne me souviens plus les exemples que j'avais pris la dernière fois, entre câble et sable, à la différence d'un signifiant près, d'un phonème près,
On passe du signifié sable au signifié câble. Donc ça, c'est la position saussurienne de base, c'est le différentiel entre les signifiants qui permet qu'il y ait du sens, qu'on repère des différentiels permettant de trouver du sens aux mots. Donc, cet intitulé, le signifiant comme tel n'a pas de signification, ça n'a rien d'extraordinaire pour un linguiste. Et par contre, ce qu'il y a de nouveau avec l'étude des psychoses chez Freud, c'est que, à la différence de Saussure, pour lequel la signification, c'est l'articulation du signifié au signifiant, c'est le point de base de son œuvre, et c'est la base de la linguistique. À la différence de Saussure, ce sur quoi Lacan s'articule, insiste, c'est sur une sorte d'autonomie du signifiant. Lorsqu'on dit que la signification repose sur l'articulation signifiant-signifié, il y a un lien complètement étroit entre les deux. Par contre, ce que va développer la psychanalyse lacanienne, c'est une certaine autonomie du signifiant par rapport au signifié. Or, cette autonomie du signifiant, eh bien, c'est précisément ce que Freud et Lacan ont découvert, par exemple, en étudiant le délire de Schreber. Dans les délires, le signifiant a des significations totalement inattendues. Les signifiés, par exemple, des oiseaux magiques et mystérieux de Schreber, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont les rayons divins qui eux-mêmes n'ont aucun sens à proprement dit, qui s'inscrivent dans le délire d'influence de Schreber. Donc, ce que la leçon du délire psychotique apporte, c'est l'idée que dans certains usages de la langue, le signifiant s'autonomise de son rapport au signifié. Et à ce moment-là, ça permet de repenser la formule « le signifiant comme tel n'a pas de signification » de façon très différente. Ce n'est pas seulement que le signifiant comme tel n'a pas de signification parce qu'il n'en a une qu'articulée au signifiant, c'est aussi que le signifiant peut fonctionner comme tel dans la langue. Dans une langue reprise en main, par exemple, par un délire paranoïaque. Et plus généralement, à partir de là, Lacan va essayer de voir comment le signifiant autonomisé, si l'on peut dire, fonctionne dans l'inconscient. Dans la cure, cerner des signifiants permet de cerner des éléments de l'inconscient et non pas forcément des significations. Voilà en quoi on peut dire, sans paradoxe et sans provocation, que l'étude des psychoses a été, au fond, le champ d'expérience de ce qu'est le signifiant pour la psychanalyse. Votre deuxième question est plus large, plus complexe. Donc, vous disiez, il y a d'une part un rapport grand S sur petit s, c'est-à-dire signifiant-signifié, qui constitue le point de départ linguistique de la lecture de Freud par Lacan. Et d'autre part, nous avons montré au cours de ce séminaire qu'il y a une articulation non plus du signifiant et du signifié, mais justement du fait d'une autonomisation dans l'inconscient du signifiant, l'articulation qui se propose est entre le signifiant et la jouissance. C'est-à-dire que nous avons, et je vais en reparler ce soir, montré à quel point les signifiants véhiculent de la jouissance. Alors, pourquoi véhiculent-ils de la jouissance? Eh bien, parce que c'est l'usage qu'on en a qui est jouissant. Jouissance de chacun d'entre nous quand nous parlons, pas moi ce soir du reste, mais passons. Jouissance qui se dépose dans les signifiants, dans une langue, et qui font leur chemin. Par exemple, les mots, je vais en parler tout à l'heure du reste, mais très rapidement,
certains mots d'argot pleins d'une jouissance obscène ou d'une jouissance violente au départ, finissent par faire leur chemin et s'installent dans la langue. J'avais pris l'exemple du mot vache dans la langue commune. Ce pauvre mammifère féminin est devenu le signifiant pour dire c'est pas agréable ou c'est méchant. On dit c'est vache. Et au départ, ou quand on disait ça, je pense dans la première moitié du XXe siècle, c'était un argot assez lourd de jouissances plus ou moins grossières. Et puis c'est devenu classique. On ne sent plus tellement, quand quelqu'un dit oh, c'est vache, on ne sent plus tellement ce poids argotique initial qui était un argot plus ou moins le voyou. Donc, en fait, le signifiant transporte la jouissance qui a été prise à son usage et s'insère dans la langue tout plein de cela. Donc, c'est très intéressant pour nous, puisque, au fond, c'est ce qui nous ouvre à notre concept de la langue. Alors, je vous remercie de ces questions, puisqu'elles me permettent d'enchaîner tout de suite avec le séminaire. Donc, je vais poursuivre la mise au point commencée le mois dernier, mais en faisant le rappel de ce à quoi nous étions parvenus jusqu'en décembre 2022. Il ne s'agit donc plus aujourd'hui, comme la dernière fois, d'une sorte de récapitulation, mais de situer en quoi la problématique générale de la psychanalyse est transformée lorsque la langue, en un mot, y est introduite. Rappelons le défi auquel nous nous sommes confrontés dans ce séminaire. Comment passer d'une théorie très stricte, appuyée sur les élaborations scientifiques de la linguistique saussurienne, à ces jeux de sons et de sens de la langue, qui rappellent plus Alice in Wonderland, Alice au pays des merveilles, ou les géants truculents de Rabelais, et qui vont du babil enfantin jusqu'aux libertés que la littérature moderne a prises avec le langage. Et on pourrait dire la littérature et même l'art moderne a pris des libertés avec le langage. Première question. Autre question, qui est à peu près la même, comment maintenir une cohérence en partant de la rigueur scientifique pour intégrer à la psychanalyse l'expression poétique? La langue est-elle rationnellement pensable alors même qu'elle a pour extension le domaine du non-sens et qu'elle le pousse jusqu'au hors-sens? Ce hors-sens qui émerge des diverses productions tout à fait inédites de la langue. Ces questions, au fond, ce qu'elles nous désignent, c'est le problème de la rationalité de la psychanalyse. Voilà sur quoi s'est lancé il y a 5 ans ce séminaire. J'avais formulé cela de la façon suivante. Est-il possible d'établir un concept de la langue, ce néologisme introduit par Lacan dans la dernière partie de son œuvre? Et nous en avons fait l'investigation avec les textes et les séminaires des années 70 pour produire ce concept. Aussi bien prendre résolument en compte l'émergence du hors-sens dans la langue, poser le problème de son articulation au réel, dont le propre, au réel, est d'être symétriquement hors-sens. Cela importait que notre pratique de la psychanalyse soit en direction du réel, formule que j'avais proposée pour qualifier ce qu'on a appelé longtemps
la direction de la culture. Or, ces questions nous ont remis dans le droit fil de l'héritage freudien. Se confronter au hors-sens du réel et de la langue est une sorte de retour à Freud. En effet, dans les 3 dernières décennies du 19e siècle, non pas les 3 dernières décennies, les 3 dernières années du 19e siècle et les premières du 20e siècle, lui, Freud, le neurologue de la plus pure tradition positiviste allemande en physiologie, s'est tourné vers les productions les moins sérieuses de la pensée et de l'activité quotidienne, prenant le parti d'interroger le non-sens, et il a fait paraître en 5 ou 6 ans ses recherches sur le rêve, sur les actes manqués, sur les fautes de langue parlées, lues ou entendues, et les erreurs de comportement, les jeux et traits d'esprit, blagues et plaisanteries. Il affirme ainsi que si la psychanalyse veut être à la mesure de son champ et éclairer sa pratique, c'est aux déformations du langage sensé et bien construit qu'elle doit porter son attention. À l'opposé donc des logiciens, et tout particulièrement des logiciens de l'époque de Freud, qu'on appelle de l'école de Vienne, dont l'idéal était celui d'une langue qu'ils appelaient bien construite, c'est-à-dire transparente, car vidée de tout équivoque. Freud n'a pas théorisé la langue. Ce fut un acte de Lacan. Mais l'orientation est la même. C'est pourquoi il était nécessaire, le mois dernier entre autres, de revenir sur la science linguistique du langage pour en revisiter l'édifice scientifique vers la prise en compte la plus rationnelle possible du non-sens, où se déploie le quotidien des pensées et des actes humains. Le chemin lacanien, pourrait-on dire, aura été de revenir à la linguistique, puis, si vous me permettez ce mot, d'en revenir, de revenir sur la linguistique ou de revenir de la linguistique. Un premier retour à Freud lisait ses premiers ouvrages à l'aide de l'outil linguistique. Puis un second retour à Freud donne toute sa place au non-sens pour installer la prévalence du réel dans la théorie et la clinique. C'est en ce point que la langue apparaît comme l'élément majeur d'une refonte de la problématique générale de la psychanalyse, dont les 2 thèmes de cette refonte sont le primat de la jouissance sur la causalité structurale et l'orientation de la pratique et de la théorie en direction du réel. De ce double point de vue, il apparaît en premier lieu que la langue est la mise au premier plan de l'articulation de la jouissance et du signifiant, question posée tout à l'heure. La formule que j'avais proposée, je le rappelais, est la jouissance prise au signifiant. À entendre de cette double façon, la jouissance prise par tout locuteur à l'usage des signifiants, mais aussi comme la jouissance investie, installée et véhiculée dans les signifiants d'une langue. Je vous parlais tout à l'heure de l'exemple des mots d'argot qui viennent de la jouissance populaire, l'usage de la langue, et qui deviennent des mots de la langue nationale. On peut parler aussi, par exemple, des marques, le frigidaire étant une marque
qui est devenu un nom commun, un substantif pour désigner le réfrigérateur. Aussi bien, c'est ainsi que se produisent les transformations de la langue. Et Lacan disait dans l'Étourdi, je pense que vous connaissez cette formule, mais je la rappelle, une langue est la somme des équivoques par lesquels elle s'est constituée. Et notons là que c'est l'exact opposé du projet des logiciens, puisque eux chassent l'équivoque au fond de la langue. Je reviendrai en juin sur ce qu'il en est de la question de la logique et de l'inconscient. Ça, c'est un premier point quant à la refonte de la problématique générale de la psychanalyse, le primat de la jouissance. Le second point, l'orientation en direction du réel, s'atteint, se signale par la place du hors-sens dans les déformations de l'inconscient. Cette place laisse béante la fonction de signification. Fonction de signification qui est le résultat d'une articulation de l'imaginaire et du symbolique. Et de ce fait, cette mise en perspective du non-sens dans les formations de l'inconscient fait ouverture au réel inaccessible, précisément parce que ce réel n'est pas réductible à la signification. Autrement dit, est hors sens. Cette inaccessibilité du réel, dont Lacan fait quasiment sa définition, trouve un écho, une résonance dans l'atteinte du hors-sens par la langue. Nous avions eu des exposés sur la résonance pendant le cours de ce séminaire. Cette résonance est le type même des effets de la dimension poétique qui est celle de la langue. Elle est le signe de ce que rencontre et soutient une pratique qui se voudrait en direction du réel. J'en avais pris pour illustration l'œuvre de Hölderlin, un des plus grands de nos poètes, un de ceux dont Paul Celan disait qu'ils sont la poésie même. De tout cela, de ces deux grands axes de refonte de la problématique de la psychanalyse, la jouissance et la direction vers le réel, résultent deux séries de questions. Celle de la rationalité d'un discours qui se tiendrait à hauteur du hors-sens et celle du positionnement du sujet engagé dans cette pratique. Lecteur, mais sous la primauté de l'ouïr, comme nous l'avions dit, voire du saisir, dans une sorte de préhension tactile, et nous avions rappelé que c'est ce que Deleuze appelait le haptique, c'est-à-dire ce qu'il pensait que la peinture de Bacon atteignait dans une sorte de saisie, préhension des corps. C'est jusque-là que nous emmène la question de la résonance. Pour éclairer par l'exemple clinique les émergences de la langue en direction du réel, je vous avais présenté en décembre un cas qui conduisait à travers diverses transformations signifiantes du mot oublié par l'analysant empirisme jusqu'au rêve de vampirisme. Cela confrontait l'analyse, au-delà de l'obscénité maternelle, à un réel inattendu, le fondement de réel de la mort. Sans aller toujours jusque-là, notre pratique est pleine de ces émergences de la langue qui conduisent à des SA, à des signifiants primordiaux. Simple phonème, par exemple, qui insiste hors sens et éclaire le noyau des symptômes. Ainsi, par exemple,
le phonème R advient dans une cure, comme commun aux mots père et mère, qui sont, pour le sujet, dans cette histoire singulière, les deux murailles qui l'emprisonnent, père et mère. Pour en sortir, il n'a trouvé qu'une issue, l'errance, où se retrouve l'air. Cela se double d'une phobie de la mer, depuis la navigation jusqu'aux bains de mer qui lui sont intolérables. Allons plus loin. Dans une autre cure, l'analysante percute le double phonème « art » qui forme une syllabe associée à l'activité artistique, dit-elle. Désir empêché de sa vie et élément d'héritage familial. Elle remarque alors que cette syllabe « art » est inscrite dans son nom et dans mon prénom. Et elle joue à les composer ensemble en un seul mot. Et c'est ce qu'on appelle une anagramme. Faire un mot par la transformation des syllabes ou des phonèmes qui le composent, soit avec d'autres mots, soit à l'intérieur du même mot. Rappelons que l'homme aura composait une anagramme avec le nom de sa bien-aimée et l'utilisait comme terme de protection contre ses idées obsédantes. Il y a là, dans ces exemples, quelque chose du quotidien de notre pratique. Or, les constructions anagrammatiques se révèlent exemplaires du statut du signifiant dans la langue. Il faut savoir en effet que Saussure s'y est consacré avant de produire son œuvre de linguistique. Pendant quelques années, il s'est mis à l'étude des vers saturniens en latin, c'est-à-dire les vers inscrits sur les sépultures romaines. Du très célèbre poème de Lucrèce, de la nature des choses, De natura rerum, chef-d'œuvre du matérialisme antique, de l'Iliade et l'Odyssée, de la poésie germanique, etc. Saussure y trouvait de nombreux anagrammes, de noms propres, dissimulés dans les signifiants, substantifs, verbes, etc., qui composaient les vers et les phrases de ses poésies. Jean Starobinski, qui était membre, je crois, de la SPP, oui, a fait à la fin des années 60, 1960, une première publication d'extraits de cette centaine de cahiers sous le titre, qui est une formule de Saussure, « Des mots sous les mots ». Saussure considérait ces anagrammes comme dissimulés dans les textes poétiques qu'il lisait. Il pensait avoir découvert le secret de la poésie antique. Les mots sous les mots, cachant des noms importants, tout en les citant de façon cryptée. Alors, Roman Jakobson, pour lui, est celui qui a accordé toute son importance à la recherche sur les anagrammes. Dans un article qu'il a publié aussitôt après le livre de Starobinski. On trouve cela dans son recueil « Questions de poétique » aux pages que je vais citer, 198 à 200. Jakobson synthétise ainsi le projet de Saussure. Chercher, je cite, l'intention latente de la création des structures poétiques.
il compare cela aux devinettes du folklore russe, folklore dont il était lui-même un spécialiste. Notons déjà que Jacobson parle ici de structure poétique, l'intention latente de la création des structures poétiques. Il ne parle pas du projet du poète, comme le croyait Saussure. On sait que Roman Jacobson développera le décryptage des trouvailles et des trouvailles signifiantes à l'étude de très nombreuses poésies. En France, sa lecture des Chats de Baudelaire est bien connue, car Claude Lévi-Strauss y avait prêté son concours et l'a co-signé, ce qui avait fait, au début des années 70, connaître Jacobson chez nous. Je vous y renvoie, il est dans ce recueil. Bien. Citant les travaux de Saussure, Jacobson montre que le premier hymne du Rig Veda, par exemple, se résout à la combinaison de nombres pairs pour toutes les consonnes et de multiples de 3 pour toutes les voyelles. Mais le cryptage par les jeux de sons, la permutation et ou la répétition des phonèmes qui assonnent, qui dissonnent, l'alternance des sons graves et aigus, etc., dans les poésies, a pour but non pas quelque objectif secret, comme le pensait Saussure, mais tout uniment de mettre en œuvre la fonction poétique. Je cite de nouveau Jacobson dans son texte des questions de poétique. Il dit, dans ses recherches, Saussure ouvre des perspectives inouïes à l'étude linguistique de la poésie. Quelles sont ces perspectives? Eh bien, il ajoute, l'anagramme poétique franchit les 2 lois fondamentales du mot humain, proclamées par Saussure. Celle du lien codifié entre signifiant et signifié, dont nous parlions tout à l'heure, et celle de la linéarité des signifiants, comme par exemple dans une série grammaticale, dans une phrase. Ainsi se fabrique dans la poésie ce qu'il appelle, avec d'autres linguistes, une harmonie phonique. Le langage poétique, dit-il toujours dans ses pages, et je l'ai parfois cité, est polysémique et polyphonique. Jacobson n'est pas le seul à s'intéresser aux anagrammes. Il y a par exemple le grand poète Tristan Tzara, qui a passé de longues heures de travail à déchiffrer la poésie de Villon, François Villon, à partir des anagrammes qu'il y a repérés. C'est tout un tome des œuvres complètes de Tzara. Si l'anagramme prend le nom propre comme objet d'élection, c'est que le signifié du nom propre et son référent coïncident. Si l'on dit Jacques Lacan ou Sigmund Freud, ces signifiants n'ont pas d'autre signifié que la personne qui les a portés, c'est son nom propre. Dans ce cas, le signifiant ne renvoie pas à un concept, comme c'est le cas de tous ces signifiants qui s'articulent à un signifié, mais à un référent. La différence signifiant-signifié se dissout dans la polysémie et la polyphénie, c'est-à-dire dans les jeux sur le sens des mots et dans le jeu sur les sons pour, au fond, faire avec du langage, si l'on peut dire, signe aux choses ou aux personnes. Le repérage des syllabes ou de phonèmes, le raisonnement hors du mot dont ils sont issus, du vers, ils sont écrits,
puis leur recomposition avec d'autres phonèmes ou syllabes pareillement extraits produit un nouveau mot. Et c'est ce qu'on appelle l'anagramme. Dans le cas des anagrammes saussuriens, ce nouveau mot est souvent un nom propre, vous le disais-je, nom d'un dieu, d'un héros ou d'un lieu remarquable, que le poème est censé porter de façon dissimulée. Dans le cas du décryptage de la fabrique d'une poésie, selon Jacobson, poésie de Baudelaire, de Shakespeare et de bien d'autres auteurs qu'il a étudiés, des phonèmes, des syllabes sont repérés et classés pour leurs oppositions régulières, leurs répétitions, leur position dans les différentes strophes, etc. Il faut aussi citer, en plus de ces travaux, les constructions poétiques qui organisent des phonèmes, c'est-à-dire des éléments sonores de langue, pour créer des mots et des vers qui n'ont pas de signification, mais valent seulement pour leur valeur harmonique, leur valeur musicale. C'est le cas, par exemple, de la poésie futuriste russe, qui inventait parfois des éléments d'une sorte de langue inconnue, comme on l'a vu dans ce séminaire en étudiant le principal poète russe du début du XXe siècle, Khlebnikov. Mais plus largement, on pourrait dire que la littérature de la seconde moitié du XXe siècle bouleverse le fonctionnement du langage. On sait que l'art de Joyce, qui en est caractéristique, a été pour Lacan un guide et une illustration fort importante. Jacobson, de son côté, a fait dès l'âge de 17 ans, a pris dès l'âge de 17 ans un rôle d'animateur des courants russes d'avant-garde et a écrit à 18 ans un livre sur Khlebnikov. Il en tire des conclusions majeures pour définir la fonction poétique qui, je vous le rappelle, est sa propre découverte. Vous lirez dans son texte de 58, Linguistique et poétique, son classement des 6 fonctions fondamentales du langage dont nous avons déjà parlé et qui sont devenues un classique de la linguistique mondiale, où la fonction poétique est la fonction dominante, il le montre dans ce texte. Ça a été la voie à notre concept de la langue. Donc, ce que Jacobson dit, c'est que l'anagramme franchit les 2 axes du langage et est ainsi une illustration étonnante et inattendue de la dimension poétique. Je vais essayer de montrer ce soir et en juin que c'est une voie vers le pur réel. Ce terme de pur réel est celui qui conclut le séminaire Les Noms du Père de Lacan, séminaire de 1973-1974. Nous allons essayer de comprendre ce que veut dire ce terme. Petit pas, d'abord ce soir, puis en juin. L'anagramme ne nous délivre pas le secret ésotérique qui serait le principe agissant de la poésie gréco-latine de Homère à Horace, comme le pensait Saussure. Cette thèse était un habillage imaginaire de ce qu'avait d'insoutenable l'intuition théorique de Saussure. Voir ses lettres à son disciple français Meillet, vous savez que Saussure était suisse, un grand disciple linguiste français était Meillet, et il écrit, et Jacobson en parle dans son texte de questions poétiques, et il écrit à Meillet, il lui dit « Mais est-ce que je délire ? Comment se fait-il que je retrouve tellement de noms fabuleux en retrouvant des anagrammes dans les différents vers et mots des poésies? Est-ce que c'est de la folie ?» Au fond, cette idée d'une recherche secrète et mystérieuse est un habillage imaginaire
vous disais-je, pour supporter sa découverte et la mener toujours plus loin. Puis il renonce, au bout de 3 ou 4 ans de travail, laisse de côté ses 99 cahiers d'anagramme qui sont depuis déposés dans une librairie, une bibliothèque municipale par ses héritiers, et il passe à son œuvre officielle, sérieuse. En un mot, il fonde la linguistique. Ce cas d'insoutenable l'abord du réel, nous en avons fait l'expérience avec Hölderlin, son enfermement et ses semblants de folie. Le réel ne s'approche pas en laissant indemne l'aventureux découvreur. Freud, à son tour, touchant ce qu'il appelait le noyau de notre être dans l'interprétation du rêve, il le disait à propos de l'inconscient dans le rêve, a fait lui aussi sa tentative d'imaginariser le réel. Ce sont les 3 textes sur l'occulte qu'il voulait ajouter à l'interprétation du rêve. Écrits en 1925, on les trouve, en cherchant bien, dans les œuvres complètes en allemand, mais savamment dissimulées par les éditeurs, c'est-à-dire par la fille de Freud, horrifiée et tentant de sauver la respectabilité de son père érigé en statue. Ce que Freud essaye de cerner dans son travail sur l'occulte et la télépathie, c'est un réel, ce qu'il appelait l'ombilique du rêve, par exemple, qu'il imaginarise avec l'idée que c'est au fond occulte et télépathique. Étonnant dans ces textes, l'affirmation, son affirmation à Freud, qu'au fond il n'y croit pas, et pourtant. Et pourtant, il a voulu intégrer ces textes dans sa Traumdeutung. L'insoutenable, aussi bien pour Freud que pour Lacan, et que pour Hölderlin et Saussure, c'était précisément cette autonomie du signifiant, portée à ce degré de puissance où il s'articule non pas au réel en général, mais à quelque chose, à quelques bribes de l'ordre du réel. L'autonomie du signifiant, nous le disions tout à l'heure, aura été la thèse primaire de l'enseignement de Lacan à l'étude de la psychose, mais avec l'enquête passionnée et semi-délirante de Ferdinand de Saussure sur les anagrammes, elle atteint ce point, cette autonomie du signifiant, où elle fait signe au réel, voire même devient le signe du réel. Idée impensable. Depuis que se formulent les théories linguistiques qui disent précisément que le signifiant n'a de rapport qu'au signifié. Et ce, pas seulement depuis Saussure, mais depuis la linguistique de l'Inde ancienne. C'est intolérable, Saussure, en grand créateur théorique, s'y confronte, mais aussi bien, à mon avis, les grands poètes de toujours. Ce cas d'intolérable, la borde du réel, nous en avons fait l'expérience, je vous le disais à l'instant, avec Hölderlin, par son enfermement, je disais, et ses semblants de folie. L'économie des premières leçons du séminaire Les Noms du Père s'organise autour de cette question.
en donnant à la question de l'errance, puisque ça s'appelle les non-dupes R. Par hasard, si j'ai parlé dans l'analysant et qui se vouait à l'errance tout à l'heure. En donnant donc à cette question de l'errance sa logique, le séminaire Les Noms du Père l'articule au réel. Ce réel dont il nous dit que c'est son invention, comme le quelque chose d'inaccessible, noué au symbolique et à l'imaginaire, qui prétendent en donner le sens ou lui donner sens. C'est du reste toute la difficulté des nœuds borroméens et de ses lectures. Il ne faut jamais oublier la dimension hors sens du réel, alors que l'articulation de l'imaginaire et du symbolique concourt à produire le sens. Ce réel, Lacan dit aussi, dans ces mêmes textes, Les Noms du Père, début du séminaire, que c'est peut-être son symptôme. On répète ça assez souvent, un peu trop du reste. Dans Les Noms du Père, il dit « Je te baptise réel ». Il dit qu'il l'a baptisé, qu'il lui a donné son nom, c'est-à-dire son nom propre. Et comme tout nom propre, cela le désigne et n'en dit rien de plus. Rien de l'ordre de l'explication et de l'interprétation. Et Lacan en vient à la fin de sa leçon du 11 décembre 73, celle où il dit « Je te baptise réel », à Freud. Capable, dit-il, d'approcher le réel précisément en s'en faisant la dupe, ce qui lui est arrivé dans son travail sur l'occulte. Il s'est fait la dupe d'un certain réel. Et Lacan conclut cette leçon du 11 décembre 73 par la citation, la formule suivante: « La bonne dupe, celle qui n'erre pas, il faut qu'il y ait quelque part un réel dont elle soit dupe. » Alors, il renvoie à la fin de sa leçon précédente, celle du 20 novembre 73, où il affirme que de nos jours, il n'y a nulle trace d'initiation. C'est très étrange, cette fin du séminaire, et sans ce que nous avons dit là, c'est un peu difficile à saisir, sans, précisément, la référence aux recherches de Saussure et de Freud. Il n'y a pas de formule théorique, ésotérique, fondant le champ des poètes antiques, comme l'imaginait Saussure, et se repassant le secret d'un poète à l'autre, de génération à l'autre. Ça, il n'y a pas. Il n'y a pas non plus de fond occulte, mystérieusement saisi par des rites de télépathes, comme l'évoquait Freud en 1925. Aucun sérieux dans les fantaisies initiatiques des multiples sectes et sociétés secrètes. Le réel ne s'aborde pas par les moyens de l'imaginaire et du symbolique, c'est-à-dire avec du sens, aussi fantastique soit-il. Et il y a tout un développement de l'image contemporaine, cinématographique en particulier, autour d'un fantastique et de l'horreur, comme si cela pouvait approcher le réel. Et ça n'en est que des imaginarisations, au même titre que celles que nous venons de citer. L'abord du réel n'a d'autre ressource que la déstructuration du langage dans sa fonction de signification, puisque le réel est sans signification. Sa frappe est tout autre. Elle est traumatique et corporelle. Alors, c'est là que nous faisons quelques premiers pas vers ce que Lacan va appeler à la fin du séminaire au nom du Père, le pur réel, comme je vous le disais. Je crois
pouvoir tirer de nos travaux que c'est le réel comme pas tout. Non seulement pas tout symbolisable, comme le montre l'infinie recherche des sciences, mais pas tout en tant que tel. Donc, abordable seulement par bouts, par bribes, par fragments. Et ce, au moyen d'un registre de langue non totalisable, disruptif, jouissant et purement éventuel. Cela veut dire contingent, en éclair ou en étincelle, et toujours ductile au déplacement et à la déforme constitutive de l'inconscient. Si la cure analytique se porte en direction du réel, c'est qu'elle a pour protagoniste les structurations psychiques de défense contre le réel. Elle s'y oppose en le recouvrant de leurs réponses absurdes à un danger inexistant. Réponses absurdes, mais d'une grande logique. Tels sont les symptômes de corps de l'hystérie, les formations réactionnelles qui envahissent la conduite de la vie des obsessionnels, les objets vivants ou inanimés de la phobie, avec les mesures de précaution épuisantes pour les conjurer. Ce sont autant de constructions auxquelles les délires de la psychose mettent la dernière main. Alors, à propos de cette tendance au délire des névroses, il ne faut surtout pas ne pas comprendre, c'est essentiel dans notre clinique. Rappelons que Freud, à propos de la névrose obsessionnelle de l'homme aura, dit que ces obsessions confinent au délire. Il le montre dans la deuxième partie du texte sur l'homme aura, la partie dite théorique. Et cela, du reste, a effrayé les premiers traducteurs de l'homme aura en français, Blanche Reverchonjoux et Bernard Tretuisen, il y a longtemps, à telle enseigne qu'ils avaient cru nécessaire d'ajouter une petite note des traducteurs en bas de cette remarque de Freud, disant « Oh, mais attention, c'est pas ce que nous, psychiatres contemporains, nous appelons délire. » Mais j'ai appris que dans les œuvres complètes actuelles en français au PUF, on avait supprimé cette bêtise. Répondre à un danger imaginaire et lui opposer des mesures de défense, bien entendu, d'une inefficacité désespérante. Tel est le caractère de cette logique des structures cliniques, avec la charge de jouissance qu'elle transporte. Or, ce sont ces jouissances qui révèlent le poids de réel qui, comme le disent Freud et Lacan, est passé par les dessous sous l'effet du refoulement. Passer par les dessous est le mot freudien strict, unterblieben, et ou bien de temps en temps unterlegt, que cite Lacan dans le séminaire 11 et qu'il traduit, lui, passer par les dessous. Malheureusement, il y a eu une traduction qui est restée la seule repérable de ce Unterblieben de Freud, et nos collègues répètent maintenant en français que c'est une jouissance qui n'a pas eu lieu. Ce n'est pas qu'elle n'a pas eu lieu, c'est qu'elle a été enfouie. Elle a été enfouie, mais elle reste active. Nous avons vu ensemble ce cas d'analyse finie-infinie, celui d'une récidive d'hystérie portée sur le tard jusqu'au délire. C'est, nous disait Freud, le retour de l'ancienne souffrance, c'est sa formule.
souffrance un temps apaisée par une première tranche d'analyse, à l'époque où Freud était débutant et croyait guérir les hystériques par le déchiffrage de leurs symptômes. C'est que des sens, on peut en trouver aux symptômes névrotiques de multiples. Et les cures s'usent et s'épuisent à en fournir l'explication, à fournir ses sens. Mais la jouissance qui reste dans les dessous, vous disais-je, ne cesse d'être active. Ne cessant pas de ne pas s'écrire, c'est la définition lacanienne de l'impossible, du réel, cette jouissance insiste dans la répétition de la souffrance. Réponse à la question de Freud, lancinante, pourquoi le plaisir refoulé revient-il comme désagréable, douloureux? Souffrance de la défense contre la jouissance. Alors, je voudrais terminer cet exposé en quelques minutes autour d'une approche que je pourrais intituler « Du fantasme au pur réel ». La seule façon de s'attaquer à cette jouissance restée dans les dessous est de recueillir dans l'imaginaire les traces du réel. Car elles ont un lieu où elles se déposent par la répétition, le fantasme, lieu de repli de la fixation. En effet, la fixation, que l'on appelle fixation libidinale, est le mode de maintien de la frappe traumatique première qui, dira toujours Freud, engendre à la fois fixation et refoulement. Lisez, si vous voulez, la troisième partie du texte sur Schreber de Freud, la partie théorique. Il fait de façon extrêmement claire le schéma de ce qu'est le refoulement en 3 temps. Et le premier temps du refoulement, il le montre très nettement, c'est la fixation. Cet effet traumatique de jouissance intolérable constitue le réel du sexe, la sexualité. Fixée, cette jouissance subit alors le refoulement et ne véhicule plus que de l'intolérable et non pas la dimension de plaisir initiale. La fixation sous refoulement devient une souffrance qui peut n'avoir pas de fin. Sauf à ce que l'analyse, c'est-à-dire l'analysant soutenu par le désir de l'analyste, s'attache à la construction du fantasme. Ainsi, le désir de l'analyste ne s'égare-t-il pas à lever les défenses pathologiques une à force de leur donner sens, autrement dit, à faire de la thérapie. L'analyste se fait, comme le disait Lacan, dupe du réel qui clignote dans l'insistance du fantasme. Il permet ainsi à l'analysant la construction, non du sens du symptôme, mais du fantasme qui en est le noyau, pour reprendre la métaphore de Freud. Alors, en juin, je vous présenterai la lecture de ce travail à partir du savoir et de la jouissance vers la traversée du fantasme, à partir de la formule lacanienne, du baptême lacanien, du discours de l'analyste. J'aurais pu le faire ce soir, mais ça aurait fait peut-être un peu beaucoup. Donc, je réserve ça pour le début du séminaire suivant. Et nous verrons même
comment la traversée du fantasme est liée au fait d'aller jusqu'à l'extraction des S1, des signifiants déterminants qui ont marqué le destin d'un analysant ou d'une analysante. Nous ferons ça tranquillement, en prenant notre temps. La construction du fantasme est un moment clé d'une analyse. On peut même dire qu'il n'y a pas d'analyse sans construction du fantasme. Cette construction est une déconstruction qui se formule depuis le séminaire 11, comme nous connaissons, je pense, bien. Or, nous allons montrer comment elle ouvre, vous disais-je, à la mise en exergue ou l'extraction, comme dit Lacan, des signifiants primordiaux. Nous avons vu tout au long de ce séminaire que, nous le rappelions ce soir, c'est la jouissance prise au signifiant, c'est de ça qu'il s'agit. Le signifiant pétri de jouissance, c'est la langue, en un mot. Saisir le signifiant par la jouissance qui y est prise donne son plein sens, sa pleine portée, son plein résultat au travail du savoir inconscient. Et nous verrons que c'est au fond ce que Lacan nous présente dans son mathème du discours du psychanalyste. Et nous rappelons, pour finir ce soir, cette définition de l'inconscient comme savoir inscrit dans la langue, c'est donc cela, l'inconscient. Et on le met au travail en étant rompu à déceler les éléments de la langue qui émergent par le dire de l'analysant. Donc, en juin, nous reprendrons à partir du mathème du discours de l'analyste pour essayer de voir comment est possible la traversée du fantasme et comment elle s'articule avec la production des signifiants primordiaux. Puis, j'essayerai de restituer les conditions pour que ça opère, conditions qui sont de deux ordres, logique et poétique. Nous verrons à ce moment-là que le grand autre, il vacille pour faire place au réel, à ce pur réel dont Lacan nous parle et qui n'est que d'être fragmentaire. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Est-ce qu'on peut remettre nos amis là? Ah non, vous les avez. Non. Je n'ai pas été trop long. Si vous avez des remarques, on peut les prendre tout de suite. Sinon, vous pouvez les garder pour le début de la séance prochaine. Et je ne demande pas ce soir à quelqu'un de faire l'introduction de la séance prochaine, parce que moi, j'aurai des annonces à vous faire. Est-ce qu'il y a des questions pour ce soir? Karim? Oui, c'est des tout petites choses. Vous avez parlé du nom propre au début de votre exposé. Oui. Et que lorsque Lacan baptise le réel, ça a un statut de nom propre. Quand il dit « je te baptise réel », ça veut dire qu'il lui donne son nom. Oui, oui. Et je me posais la question pour l'objet A, qui est aussi une invention de Lacan. Pour l'objet A. Est-ce qu'on pourrait dire de la même manière qu'il le baptise et qu'il a qu'un statut de nom propre ou c'est autre chose? On peut, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit parce que l'objet petit a ou petit a, donc il y a plusieurs versions, suivant chacun, nous en parlons,
c'est ce qu'il appelle une petite lettre et qu'il apparente non pas au nom, mais aux éléments mathématiques. Donc, on ne peut pas dire que les lettres mathématiques soient des noms. Donc, pour l'objet petit a, comme pour les autres lettres de ces mathèmes, le S barré, etc., on ne peut pas dire que ce soit des noms, ce sont des formalisations calquées sur la façon dont l'algèbre se produit. Merci. Ma deuxième petite question, c'est sur le terme de Lacan de sphérisation. Sphérisation, par rapport à cette idée qu'à chaque fois qu'on appréhende une pensée un petit peu complexe, on a une tendance irrépressible à simplifier les choses et à sphériser la pensée, à en arrondir les angles. Non, à créer du cercle fermé. D'accord. Et vous faisiez une remarque dans ce sens-là, je crois. Sur justement la façon dont on réagit lorsqu'on est à un moment, le temps d'un éclair, en quelque sorte, en contact, je ne sais pas comment dire, avec du réel. C'est-à-dire qu'on le recouvre d'imaginaire et de symbolique. Est-ce que pour vous, ça relève de la même chose que de la sphérisation? Oui, pas quand on prend contact, quand on recouvre. Quand il y a étincelle ou éclair, on est hors de la pensée sphérique. Quand Lacan parle de sphère, je ne sais pas s'il dit sphérisation, mais il parle du primat de la sphère dans la pensée occidentale, pas seulement occidentale, comme modèle, au fond, de représentation d'espace. Et il dit, voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'esthétique au sens propre du terme, c'est-à-dire la perception, l'esthésie. Au fond, ce que Lacan pense que l'inconscient freudo-lacanien, disons, produit, c'est une autre esthésie, une nouvelle façon de penser l'espace, dont le premier modèle est la bande de Mébius, c'est-à-dire une structure mathématique où il n'y a ni endroit ni envers. Ce qui est très important pour lui, puisque, au fond, l'endroit et l'envers, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur, par exemple, sont typiques de la pensée sphérique. Quand on réalise un cercle, il y a un intérieur et il y a un extérieur. C'est aussi pourquoi il insiste beaucoup, dès son séminaire d'identification, c'est-à-dire le séminaire de 1961, il insiste beaucoup aussi sur le tort, c'est-à-dire cette espèce qu'il métaphorise comme une chambre à air, où il y a deux extérieurs, deux trous, un interne et un à l'intérieur du caoutchouc de la chambre à air. Donc, on ne sait plus ce qui est interne et ce qui est externe, c'est de l'ordre du trou. Et ces trous n'ont pas la même portée dans la clinique, dit-il à l'époque. On ne va pas maintenant développer ça longuement. Mais sans arrêt, il essaye de trouver des modèles de pensée non sphérique, de pensée où notre représentation de l'espace laisse place à la subversion de la dimension de l'interne. Car il conteste l'idée un petit peu naïve de certaines psychologies que ce que nous cernons, c'est l'intérieur, l'intime. C'est pour ça qu'il produit sa notion d'extime. Il pense que ce que nous cernons, c'est dans l'inconscient, comme inconscient, c'est ce qui est tout à fait externe. C'est ce qui se livre à nous dans le langage. Ce qui se livre à nous dans les formations de l'inconscient comme bizarres déformations de langage. Il n'y a pas d'intérieur. Il y a ce qui se livre et qu'il faut lire. Donc, c'est sa position de principe sur
sur la position de la question de l'intérieur ou de l'intime contre, au fond, les métaphysiques psychologiques. L'idée qu'il y aurait un indicible interne, non. C'est non seulement indicible, mais un dit qu'il s'agit de décrypter. Il y a là, chez lui, une position fondamentale quant à ce qu'est l'inconscient, et ça va, ces différents modèles qu'il recherche vont jusqu'au nœud borroméen, lorsqu'il essaye de montrer que ce n'est pas des cercles, des petits ronds de ficelle qui se suffisent à eux-mêmes pour qu'ils aient une consistance pour l'inconscient. Il faut qu'ils se nouent à trois, étant entendu que si on en coupe un, les deux autres sont plus noués. Donc, ce ne sont pas, il le dit souvent, ce ne sont pas les cercles olympiques qui tiennent ensemble. Et si on en coupe un, les autres tiennent toujours. Non, il dit là qu'on a une autre représentation de la circularité avec les petits ronds de ficelle du nœud borroméen, à cause de cette réalité qu'ils ne peuvent pas tenir ensemble s'il y en a un qui fait défaut. Ça, c'est une théorie de l'inconscient tardive de Lacan, mais ça reste toujours dans le principe de cette critique du cercle fermé sur lui-même. C'est ça, la soi-disant sphéricité. Je ne savais pas qui employait ce terme, mais c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, d'accord. J'aimerais bien poser une question, si j'arrive à le formuler, parce que c'est un peu dispersé dans ma tête. En fait, on a dit que le réel, on ne peut pas y attendre en passant, en fait, c'est pas en passant, mais avec le sens, par le sens. Mais en même temps, on a mentionné les mots, par exemple, vache. Il y a une dimension de sens dans ces mots. Voilà, comment on peut... C'est pas le réel, ça. Ça, c'est de l'imaginaire. Oui, mais en même temps, par exemple, dans la clinique de psychose, quand on parle d'exemple de truie, ça relève de réel, on dit. Oui, mais comment on peut... Ça ne désigne plus un animal. Ça se décale, comme dans l'argot avec vache, sauf que là, c'est un signifiant complètement autonomisé. Quand on emploie le mot vache dans la langue, on dit c'est vache ou les flics sont des vaches, etc. Ça entre dans des séries signifiantes qui s'accrochent à des signifiés. Lorsque la psychotique au mot truie entend ce mot dans l'escalier prononcé soi-disant par l'amant de sa voisine, c'est un mot qui n'a aucun sens, sauf qu'il est vraisemblablement très péjoratif, vilain, obscène. Il est porteur de jouissance, une jouissance insupportable qui la qualifie comme on pourrait dire d'autres vilains mots. Sauf que celui-là sort, on ne sait où, sauf qu'elle vient de chez le charcutier. Elle vient de chez le charcutier, alors elle entend le mot truie comme l'élément de jouissance obscène que lui oppose l'amant de sa voisine. Mais là, c'est un signifiant déconnecté, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que le signifiant truie ne veut rien dire. Si je dis la truie est la mère du porcelet, c'est un signifiant qui a tout à fait son sens signifié. Par contre, dans l'injure ou dans un certain nombre de jaculations violentes, obscènes ou agressives, le signifiant doucement perd sa relation au signifié, même si lui-même est issu d'une production qui, au départ, est une production de signification. Il s'autonomise. C'est pour ça que nous disions tout à l'heure que c'est à l'étude du délire psychotique que l'autonomisation du signifiant est apparue de la façon la plus pure pour Lacan. Il n'y a plus là, dans les rayons divins de Schreber, sont des signifiants qui ont un sens.
Sauf que ce qu'il en fait, lui, est totalement hors sens. Donc, voilà comment le décalage se fait.